Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode Call, aujourd'hui numéro 78. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice autour des ensembles partiellement ordonnés et d'un peu de calcul autour de ces ensembles partiellement ordonnés. L'énoncé, bien qu'il soit long, je vais vous le relire. Nous avons un ensemble partiellement ordonné P tel que on a une petite propriété. On demande à ce que pour n'importe quel Y dans P, si je regarde les éléments qui sont plus petits que ce Y, cet ensemble doit former un ensemble fini. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu plus autour des ensembles partiellement ordonnés, cette chose implique une propriété qu'on a l'habitude d'utiliser dans ce cadre d'exercice, c'est la propriété d'être localement fini. C'est-à-dire que pour n'importe quelle paire Y et Z, si je regarde les éléments qui sont entre les deux, cet ensemble d'éléments doit être fini. Là, on demande quelque chose d'un petit peu plus fort, un petit peu différent, mais un petit peu plus fort que juste être localement fini. On pourrait élargir le cadre de cet exercice en supposant qu'on a un ensemble partiellement ordonné localement fini. On pourrait faire ça, mais ici j'ai décidé de le faire de cette manière-là. C'est pas très très grave pour la suite, mais sachez qu'on peut, si on le souhaitait, changer un tout petit peu l'énoncé pour avoir quelque chose d'un petit peu plus large. Bon, après on a une fonction mu bizarrement définie. On prend une paire d'éléments de P et on associe un entier relatif. Et cet entier relatif, on l'obtient un peu par récurrence, ou par récursivité en tout cas. La première chose, c'est que mu de xx, ça vaut toujours 1. Et mu de xy, si x est plus petit strict à y, se calcule à l'aide des précédents. Donc tous les précédents, au sens où il faut regarder aussi les u qui sont compris entre x et plus petit strict à y strictement. Donc entre x et y, mais plus petit strict à y, ça c'est important. Bon voilà, et puis si x et y, il n'y a aucune relation, donc soit la relation n'est pas dans le bon sens, dans le sens où x est plus grand que y strictement, ou si on ne peut pas comparer x et y, alors dans ce cas-là on a 0. Bien, donc ça c'est notre fonction mu, et on arrive à quelque chose d'un petit peu rigolo. Si on a deux fonctions f et g, tous deux définies qui vont de p vers c, des nombres complexes, et qui vérifie une relation un peu rigolote, du sens où je peux calculer g de y connaissant les images de f en n'importe quel x plus petit que y. Donc on voit que pour calculer g de y, je dois faire une somme df de x plus petit ou égal à y. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite aparté, on comprend mieux pourquoi il y a cette hypothèse qui apparaît. C'est pour pouvoir justifier que les sommes qui sont ici sont bien définies. C'est pour s'assurer que les sommes qui sont là, en fait, sont finies, essentiellement. Qu'il n'y ait pas de problème de sommabilité. Bon voilà, parenthèse close. Donc, nous avons cette petite chose en lien entre f et g. Et le but du jeu, c'est de montrer qu'en fait, on peut écrire f en fonction de g. Et faisant intervenir cette fonction mu, un peu bizarre. Donc on peut écrire f de y comme une somme de g de x, mais faisant intervenir ce mu de xy. Bon voilà pour cet exercice. Alors exercice que j'aimerais mentionner être résoluble pour un étudiant de première année de classe préparatoire. On va dire rapidement que ce qui se cache surtout derrière cet exercice, c'est de la manipulation de somme. Bon, pas de la manipulation si simple que ça, mais c'est de la manipulation de somme, et ça, c'est tout à fait en première année, c'est dans le cadre du programme de première année de classe préparatoire. Donc ça, c'est une première chose que j'aimerais dire. Maintenant, derrière cet exercice, il se cache vraiment beaucoup de choses intéressantes, en tout cas que je trouve intéressantes, et qui, j'espère, vous piqueront la curiosité. La première chose que j'aimerais dire, c'est par rapport à cette fonction mu, un peu bizarroïde. Et bien cette fonction mu, elle porte un nom, ça s'appelle la fonction de Mobius de l'ensemble P. Et peut-être que vous avez déjà entendu parler de fonction de Mobius, notamment pour les entiers naturels non nuls. Eh bien, il se trouve que si vous choisissez P comme étant l'ensemble des entiers naturels non nuls, et la relation d'ordre comme étant la divisibilité, eh bien, on retrouve exactement la fonction de Mobius que vous connaissez pour les entiers. On va en reparler après la résolution de cet exercice. Mais sachez déjà que, voilà, c'est pas pour rien que ça s'appelle fonction de Mobius de P, c'est en lien avec la fonction de Mobius pour les entiers naturels, et en fait c'est une généralisation, puisque là on peut travailler avec n'importe quel ensemble partiellement ordonné, et donc n'importe quelle relation d'ordre. Voilà, donc ça c'est pour la fonction de Mobius, et puis ça, cette formule là qui permet de passer de g de y égale une somme en f de x, vers f de y qui s'écrit en somme de g de x avec un petit mu, ça s'appelle la formule d'inversion de Mobius. D'inversion Mobius. Elle a énormément
d'utilité combinatoire. Alors, je vais probablement pas faire tout le tour de toutes les applications qu'on pourrait avoir de cette formule d'inversion, mais j'aimerais au moins vous en montrer deux. Une qui sera liée au fait que on prend P, les entiers naturels non nuls, et la relation comme étant divisibilité, et une certaine formule peut-être que vous connaissez en lien avec les fonctions indicatrices de l'air. Donc j'aimerais vous montrer une application de cette formule dans ce cadre-là. Puis je vais vous montrer une autre utilisation de cette formule d'inversion de Mobius, qui permet de démontrer une autre formule d'inversion que vous avez peut-être déjà rencontrée en exercice, surtout pour ceux qui ont déjà manipulé les sommes là, en première année de classe préparatoire. C'est la formule d'inversion de Pascal. Donc si le nom ne vous dit rien, vous en faites pas, je vous rappellerai les énoncés comme il faudra le faire, afin que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Mais je vous dis juste le nom quelquefois que vous ayez déjà entendu parler de ça. Si vous n'en avez pas entendu parler, vous en faites pas, je vais vous raconter un peu tout ça. Et vous allez voir qu'en effet, la formule d'inversion de Mobius permet de démontrer la formule d'inversion de Pascal. Et à vrai dire, je pourrais vous dire d'autres applications, je vais le dire maintenant. Il y a aussi une autre application qui permet de démontrer la formule d'inclusion-exclusion pour les ensembles. Donc en fait, la formule d'inversion de Mobius permet de démontrer ce résultat. Ce qui est pas rien du tout. Hein. C'est vraiment... je trouve ça assez fort quand même comme résultat. On peut vraiment démontrer la formule d'inclusion-exclusion grâce à cette formule d'inversion. Je ne vais pas le faire, mais sachez que ça existe. Et je vous invite à jeter un coup d'œil si vous le souhaitez, y jeter un coup d'œil, après avoir vu bien sûr l'exercice. Bon voilà, je pense que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire autour de cet exercice pour l'instant, parce que il y a encore des choses qu'il va falloir que je développe après la résolution. Donc, si vous connaissez la chanson, très bien. Si vous ne connaissez pas la chanson, je vais vous la chanter. Comme d'habitude, je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo afin d'essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit concernant donc une résolution. Ok, j'espère que vous aurez essayé parce que c'est un exercice quand même très intéressant pour les manipulations de sommes. Notamment, il y a un début qui est assez simple à comprendre, en tout cas qu'on peut plus ou moins envisager, mais il y a un moment donné, il y a un calcul de somme qui ne va pas être évident par rapport aux définitions que j'ai données. Et c'est là où se cache vraiment la grosse difficulté. On va dire, elle est vraiment là. Ok, alors on est parti. Alors je vais partir naïvement, au sens où je vais faire comme je voudrais le faire. C'est-à-dire, mon but ici, c'est de montrer que cette somme-là est exactement égale à f de y. Donc je vais partir de cette somme. Bon, très bien. Donc on est parti, alors on va prendre un y dans P, et puis on va écrire somme pour x plus petit ou égal à y de mu de x, y, g de x. Bon, alors le seul moyen, je pense que vous pouvez le deviner, le seul moyen qui me permettrait de faire ressortir un f de quelque chose, c'est d'utiliser le lien que je connais entre g et f ici, c'est-à-dire que g de y, c'est la même chose que la somme des f de x, x plus petit que y. Ici, je veux g de x, donc je vais pouvoir écrire que cette somme, c'est la même chose que la somme, donc pour x plus petit que y, mu de x, y, ensuite, fois la somme pour u plus petit que x de f de u. Voilà, donc je peux écrire cette chose. Très bien. Et puis je ne sais pas si vous le sentez venir, mais en effet, j'ai cherché à faire une interversion de somme. Donc, je vais commencer à le faire. J'ai somme pour x plus petit ou égal à y, somme pour u plus petit ou égal à x, de mu de x, y, f de u. D'accord? Une fois qu'on a ça, là on fait l'interversion. Alors c'est là où il faut impérativement comprendre le lien entre les différentes variables. On voit que u doit être plus petit que x, x doit être plus petit que y. Donc si j'introduis d'abord u puis x, je vois que u doit être plus petit que y, et je vois que x doit être compris entre u et y. Donc c'est exactement ce que je vais écrire. Je vais avoir somme de u plus petit que y, somme pour x compris entre u et y. Donc je vais avoir ceci, f de u, et par conséquent le f de u va pouvoir sortir de la somme. On commence à être content. Pourquoi on commence à être content? C'est parce que la somme qu'on est en train d'écrire peut vous faire penser vraiment beaucoup
à la somme qui définit le lien entre mu de xy, quand x est plus petit que y strict, et cette somme ici. Donc là, cette définition récursive en fait, ça vous fait penser à cette définition récursive. Par contre, il y a un gros problème par rapport à cette définition récursive, c'est que la variable qui est en jeu ici, c'est... Donc là, dans la somme, hein, la variable qui bouge dans cette somme, c'est la deuxième variable, c'est la deuxième entrée de mu. Alors que, dans la somme que je viens d'écrire, c'est la première entrée de mu qui change, et pas la deuxième. Ce qui rend la chose assez compliquée. Mais bon, je vais affirmer quelque chose, histoire de vous montrer que, grâce à cette affirmation, on va pouvoir conclure. Imaginons juste un instant que la somme que j'écris là, c'est presque la même chose que la somme que j'ai écrite là. Juste un instant. Alors, qu'est-ce qui se passerait si U est plus petit strict à Y? Ce qui va se passer, c'est que la somme vaut 0. Pourquoi? Parce que, du coup, j'inclus les deux cas extrêmes. Ici, dans la définition qui est écrite ici, je n'inclus pas les deux cas extrêmes. Et du coup, si je m'amuse à changer un tout petit peu l'écriture de la somme et que je mets tout ça de l'autre côté, je me rends compte que si je fais une somme pour U compris entre X et Y, potentiellement égale, des mu de XU, j'obtiens 0. Si on a l'espoir que cette somme-là se comporte un peu de la même manière que cette somme-là, alors on peut donc penser, avoir l'intuition que la somme vaut 0 si U est plus petit strict à Y. Et donc c'est ce que je vais affirmer et on va le démontrer après coup. Donc affirmation. Cette somme, donc si U est plus petit strict à Y, eh bien on a 0. Si U égale Y, du coup on n'a qu'un seul terme dans la somme qui va être mu de YY, et mu de YY, ça fait 1. Si en effet cette affirmation est vraie, encore une fois, j'ai pas démontré cette affirmation. Je vous ai donné juste une intuition. Il me manque encore à le démontrer. Donc, pour l'instant, avec mon affirmation, on voit que tous les termes de la somme vont donc disparaître, sauf celui où U égale Y. Et si U égale Y, alors on se retrouve avec f de Y fois 1. C'est-à-dire donc exactement ce qu'on veut, f de Y. Donc on voit qu'avec cette affirmation, il semblerait qu'on arrive à conclure. Bien, reste alors à démontrer cette affirmation. Montrer que ce truc-là vaut 0 si U est plus petit strict à Y. Bon, vaut 1 si U égale Y, je pense que c'est assez évident, mais c'est surtout le cas où U est plus petit strict à Y. Ok. Alors on se retrouve donc à devoir démontrer peut-être une égalité à laquelle on s'attend peut-être pas forcément. Donc je vais effacer un petit peu parce que bon là vous avez ici vous voyez en fait le raisonnement principal. Maintenant il va falloir rentrer dans un tiroir et essayer de démontrer cette affirmation. Ok. Donc là le but du jeu c'est de montrer que cette somme est égale à 0 si U est plus petit strict à Y. Je pense que cette partie-là, c'est évident. Hein. J'espère. J'espère que ça vous semble assez évident. Bon. Donc du coup, ce qui m'importe, c'est surtout de montrer ça. Et maintenant, je vais faire des équivalences sur ce que je veux démontrer. On se rend compte, en fait, en faisant des équivalences sur ce que je veux démontrer, on se rend compte que parmi tous les termes de la somme, il y a notamment le terme extrême, mu de UY. Si je prends x égale U, on se retrouve avec ça. Donc on voit alors, en modifiant cette égalité, que mu de UY, eh bien, ça va être égal à moins la somme pour x compris entre U et Y, mais cette fois-ci, j'ai pas le droit d'être égal à U, de mu de x, y. Mais, mu de uy, comme U est plus petit strict à Y, je peux utiliser cette formule. Et en utilisant cette formule, j'en déduis alors que ce truc-là est aussi égal à moins la somme pour x, cette fois-ci plus grand que U ou égal à U, mais inférieur strict à Y, de mu de x,
de mu de ux. Faut faire attention aux utilisations de variables, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, par rapport à la formule qui est ici, attention, la variable c'est le x, hein, bien sûr. Donc là, j'ai bien utilisé la formule comme il faut. C'est juste que le rôle des variables x, y, u ont changé. J'espère que ça ne vous perturbera pas trop. N'hésitez pas à faire des pauses, à réécrire peut-être les sommes autrement, je sais pas. Mais voilà, bon. Faut prendre un peu de temps pour bien comprendre ce qui se passe. Bon, très bien. Et donc vous remarquerez alors que oui, apparemment il y a un gros lien entre ces deux sommes. Donc montrer qu'on a ça égale 0, ça revient à montrer cette égalité-là. Ok? Et montrer cette égalité-là, bah, vous remarquerez qu'il y a aussi un terme, encore une fois, qui est en commun entre ces deux sommes. C'est le terme mu de UU, ici, qui vaut 1, d'après ce qu'on a écrit là. Et puis mu de YY, en haut, qui vaut aussi 1, d'après, encore une fois, ce qu'on a écrit là. Donc, en simplifiant par mu de UU à gauche avec mu de YY à droite, eh bien, on se retrouve avec l'égalité suivante. Somme pour x compris strictement entre u et y de mu de ux, ça va être égal à la somme, toujours u compris entre, enfin x compris entre u et y strictement, de mu de x, y. Retenez bien cette équivalence, ces équivalences. C'est important. Ça va être important notamment pour chercher à démontrer cette égalité. Parce que une fois que j'ai démontré cette égalité, vous serez d'accord avec moi que toutes les égalités que j'ai écrites là sont équivalentes. Donc bah, si j'ai démontré ça, j'ai démontré ça. Et donc je conclus. Mais remarquez aussi l'égalité au milieu. L'égalité au milieu va être très utile pour la suite. Ok. Alors maintenant la question que vous pourriez vous poser, c'est comment on va démontrer ce truc-là? Eh bien il y a une réponse à ça, qui peut peut-être paraître étonnante, mais qui en fait va bien fonctionner, c'est une preuve par récurrence. On va faire une preuve par récurrence. Une preuve par récurrence par rapport à quoi? Par rapport au nombre d'éléments qui se trouvent entre U et Y. Voilà comment on va faire la preuve par récurrence. C'est vrai que je pourrais faire une preuve par induction si je voulais donner une preuve plus large. Hein. Donc une preuve par induction, c'est un petit peu différent. Je ne travaille pas juste avec des entités naturelles. En fait, il faut comprendre qu'une preuve par induction, c'est une preuve où on va dire, ok, j'ai telle structure inductive, donc comme les entités naturelles qui se définissent en faisant plus 1, plus 1, plus 1, il peut y avoir d'autres structures inductives avec des arbres par exemple. Un arbre, ça peut s'écrire comme une racine, puis deux arbres plus petits. Bon voilà, si je suppose que la propriété est vraie pour un arbre, de taille plus petit ou égale à telle valeur, alors je vais regarder ensuite un arbre de taille plus 1 par rapport à la valeur de départ, et bon je fais exactement, ok, j'ai un arbre qui s'écrit racine, puis deux arbres plus petits, je sais que la propriété est vraie pour les deux arbres plus petits, il reste à vérifier avec la racine si ça marche. Je ne sais pas si vous avez compris tout ce que je viens de dire là rapidement, mais ce que je veux dire c'est qu'une preuve par induction, c'est pas tout à fait la même chose, on ne travaille pas avec des entités naturelles, on travaille avec une structure qui se définit récursivement. Un poset, un ensemble partiellement ordonné, peut se définir récursivement. En disant, oui, il y a un truc plus grand, et puis après, il y a des trucs plus petits. Donc du coup, j'ai le truc plus grand, et puis si je sais que pour les trucs plus petits d'une longueur inférieure ou égale à quelque chose, alors je vais pouvoir conclure pour le truc plus grand. Je pourrais le faire comme ça. Bon. Je ne vais pas le faire comme ça ici, je vais le faire vraiment par récurrence pour dire que je n'utilise pas d'outils autres que des outils de première année de classe préparatoire. Et donc pour cela, je vais faire donc une preuve par récurrence par rapport au nombre d'éléments qui se trouvent entre U et Y. Ok, alors maintenant que j'ai dit ça, encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses à chaque fois que je vous donne une idée, pour essayer de voir si vous l'avez comprise et si vous êtes capable d'avancer sans moi. Donc là, le but du jeu, c'est de montrer que on a bien l'égalité que j'ai écrite là, donc je la réécris. Mu de ux est égal à la somme indexée par le même genre d'éléments, mais cette fois-ci mu de x, y. Donc comme j'ai dit, on va le faire par récurrence sur le nombre d'éléments qui sont compris strictement entre u et y. Donc, preuve par récurrence sur le nombre d'éléments compris entre U et Y, donc les X dans P, tels que U plus petit strict à X plus petit strict à Y. Qu'on peut appeler N si vous voulez.
Ok, alors bon bah, première chose à dire, hein, on commence toujours par l'initialisation. Donc initialisation. Ici, l'initialisation, je vais commencer avec n égale 0. Donc si je prends u et y tel que u est plus petit strict à y, mais qu'il n'y a aucun élément qui est strictement compris entre u et y, prenez par exemple les entiers naturels avec la relation d'ordre classique, et ben 1 par rapport à 2, par exemple, il n'y a aucun élément qui est compris entre l'un et l'autre, strictement. Et pourtant, on a bien 1 qui est plus petit strict à 2. D'accord? Donc c'est tout à fait possible d'avoir ce genre de cas. Donc, si j'ai u et y tel que u plus petit strict à y et on a n égale 0, du coup les deux sommes que je viens d'écrire, c'est des sommes sur des ensembles vides. Et quand on fait des sommes sur des ensembles vides, eh bien on obtient 0. Donc en fait, l'égalité qui est ici devient 0 égale 0, et donc elle est vraie. Voilà, il n'y a rien à faire. Donc ça c'est l'initialisation. Maintenant hérédité. Et on sort les mêmes phrases habituelles. Fixons n un entier naturel. Alors là je vais faire une preuve par récurrence forte. C'est-à-dire que je vais supposer que si le nombre d'éléments est plus petit strict, enfin ou plus petit ou égal plutôt, est plus petit ou égal à n, alors je peux appliquer le résultat étoile. Donc fixons un entier naturel. Supposons que pour tout u et y dans P tel que u est plus petit strict à y et le nombre d'éléments x compris strictement entre u et y est inférieur ou égal à n, la formule étoile est vraie. Montrons que étoile est vrai pour, encore une fois, u plus petit que y, et cette fois-ci, le nombre d'éléments compris entre u et y strictement est égal à n plus 1. Ok, donc là, vraiment, c'est l'idée de regarder combien il y a d'éléments compris entre u et y. Et puis, suivant ce nombre d'éléments, conclure. Bon, très bien, alors... j'écris, je pense que vous aurez compris, je vais écrire un peu bêtement ce qu'il en est. Donc j'ai cette hypothèse, et puis je vais commencer à faire les manipulations que peut-être vous vous attendez. Donc je vais commencer par regarder, alors je peux partir dans le sens que je veux, je vais décider de partir dans ce sens-là. Je vais prendre la somme u plus petit strict à x plus petit strict à y, mu de u x. Bon. Alors le problème c'est que pour l'instant je ne sais pas si cette formule que j'ai écrite étoile est vraie pour la relation que j'ai écrite. Mais je peux essayer de l'utiliser pour des cas où u est plus petit strict à y, mais la taille, donc le nombre d'éléments qui est compris entre u et y, est inférieur ou égal à n. Alors comment je vais faire ça? Ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à utiliser quelque chose qui est vrai par rapport à l'énoncé, c'est-à-dire ceci. Je vais utiliser ceci. En effet, je vois que u est plus petit strict à x. Donc comme u est plus petit strict à x, je peux utiliser cette formule en remplaçant ici x par u et y par x. Donc je vais pouvoir faire ceci. Ça, c'est égal à la somme. Donc u plus petit strict à x plus petit strict à y. Somme. Donc là, j'utilise la formule qui est là-bas avec un moins, donc il y a un moins. Le moins a disparu au passage pour la relation étoile, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est normal, j'avais un moins d'un côté, un moins de l'autre, ça simplifie. Je le dis vite fait, mais... Très bien. Vous pourrez le reconstater en faisant demi-tour sur la vidéo. Donc ici, je vais avoir... donc là, c'était u, voilà. Donc u est inférieur ou égal à t, disons, il faut que j'amène une nouvelle variable. T est inférieur strict à x. Donc de mu... alors si je fais bien attention, u, t. Très bien, je me retrouve avec ça. Bon. Alors c'est là où j'ai utilisé l'hypothèse de récurrence. En effet, l'hypothèse de récurrence, étoile,
est vrai à partir du moment où je regarde des chaînes U plus petit que... Là j'ai U plus petit strict à X. Je vous rappelle, j'ai U plus petit strict à X. Mais X étant plus petit strict à Y, je suis sûr que j'ai enlevé au moins un élément dans l'ensemble que j'avais ici. C'est le X qui apparaît dans cette somme. J'ai enlevé au moins un élément dans la somme, puisque le X ici est compris entre U et Y. Là maintenant, si je regarde juste les éléments qui sont compris strictement entre U et X, j'aurai au moins un de moins par rapport à ce que j'ai là-bas. D'accord? Donc ce que je veux faire comprendre, hein, si je dessine rapidement, parce que peut-être je ne suis pas très clair, si je dessine rapidement ce qu'il en est, donc disons ici j'avais Y, puis ici j'avais U. Ok, ici on a notre poset là. Donc, je fais des traits rapides pour le poset, d'accord? Donc on a notre poset. On a pris un X quelque part. D'accord? Donc ça c'est notre mu de UX, ok? Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a écrit la somme ici par rapport à X. Du coup, on est sûr, X apparaissait hein, dans l'ensemble qui était là. Cet ensemble contient N plus 1 élément. Du coup, si je regarde maintenant les éléments qui sont compris entre U et X, strictement, j'ai enlevé au moins un élément, c'est le X. Donc je me retrouve avec un ensemble d'éléments compris entre U et X qui est strictement inférieur à N plus 1. Et donc je vais pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence. Et en utilisant l'hypothèse de récurrence, je vais pouvoir écrire que la somme que j'ai écrite ici, je peux la réécrire autrement. Et c'est exactement ce que je vais faire. En fait, cette somme, je vais pouvoir la réécrire grâce à la relation étoile, comme étant la chose suivante. Donc on va avoir toujours ceci, et puis on va avoir la somme. Donc là, cette fois-ci, je vais écrire U plus petit strict à T, plus petit ou égal à X, de mu de... Alors, faut juste faire gaffe. Hein. Donc là, la variable ici, c'était T, donc du coup, il faut mettre TX. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Donc je peux écrire ça. Alors, vous pourriez être mécontent parce que je ne l'ai pas écrit avec les inégalités strictes, mais je vous rappelle que quand il y a égalité, ça veut dire ici que mu de UU, c'est égal à 1. C'est le seul terme qui sera ajouté par rapport à la stricte inégalité. Et là, ici, on a mu de XX qui vaut 1 aussi. Donc ça correspond juste à ajouter 1 de chaque côté, hein, si vous voulez, de l'égalité. Et donc bah, l'égalité reste encore vraie. Donc là, je viens d'utiliser l'hypothèse de récurrence pour pouvoir affirmer que cette chose-là est la même chose que cette chose-là. D'accord? Et je vais répéter, hein, je vais le redire, hein, pour tout X dans cet ensemble. Donc, je sais pas, je vais l'appeler... je vais changer, je vais pas l'appeler X dans l'ensemble, je vais l'appeler K. Donc, K, U, petit strict à K, petit strict à Y. Si maintenant je regarde l'ensemble des T, tels que U et plus petit strict à T, plus petit strict à X, eh bien cet ensemble-là est de cardinal inférieur ou égal à N. Donc c'est en cela que je peux utiliser l'hypothèse de récurrence. Bon, très bien, j'espère que j'ai été clair. Et maintenant que j'ai utilisé l'hypothèse de récurrence, je vais pouvoir m'amuser, alors c'est ce que, je ne sais pas si vous vous y attendiez, mais je vais pouvoir m'amuser à faire un changement de somme, une interversion de somme, encore une fois. Donc c'est ce que je vais faire. Alors je vais effacer juste le début de la récurrence, hein, je pense que c'était clair. Hop. Donc maintenant je vais m'amuser à faire une interversion de somme, et encore une fois c'est important de voir l'emplacement des variables qui sont en jeu. On voit que U doit être plus petit strict à T, inférieur ou égal à X, plus petit strict à Y. Donc maintenant, si je veux échanger les rôles de X et de T, ça veut dire qu'il faut d'abord dire que T est compris entre U et Y. Donc je me retrouve avec moins, il y a toujours ce moins qui traîne, moins la somme pour T compris entre U et Y. Puis ensuite, somme, et là je dois avoir T inférieur ou égal à X, inférieur strict à Y. Et là, je me retrouve avec mu de Tx. Et là, bah, en voyant ce que je viens d'écrire là, vous pourrez remarquer que là, j'ai exactement la somme qui est ici. La variable ici, c'est bien le... la variable ici, c'est bien le deuxième élément, le x. Ok, donc ça marche. Et puis, vous avez x qui doit être compris entre t, donc vous avez le droit d'être égal à t, et y, strictement. Donc, on se retrouve à pouvoir utiliser cette formule. Et donc cette formule va pouvoir m'indiquer que là je vais obtenir mu de ty.
Donc en utilisant cette formule avec le moins qui va donc être à nouveau absorbé, je vais trouver somme pour t compris entre u et y strictement de mu de t y. Et maintenant, si on fait très attention à ce qu'on vient de démontrer, bah, vous remarquerez que ici c'était la somme qui était là. Et puis ce qu'on a là, bah, c'est exactement la somme qui est ici, c'est juste que le nom de la variable a changé. J'ai pas mis x, j'ai mis t. Donc c'est la même somme, mais c'est juste qu'il faut changer le nom de la variable. Je vous rappelle qu'une variable dans une somme ou dans une intégrale, c'est une variable muette, elle n'a rien à dire. On peut changer son nom, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc là, si je veux changer t par x, j'ai aucun problème. Donc on a terminé. On vient de démontrer que ce truc-là est bien égal à ce truc-là pour u plus strict à y et le nombre d'éléments compris entre u et y qui est exactement égal à n plus 1, donc juste une taille plus grande que ce qu'on avait précédemment. On vient donc de conclure l'hérédité, et donc on conclut que l'égalité étoile là-haut est toujours vraie, pour n'importe quel nombre d'éléments qui se trouverait entre les deux. Sachant que ce nombre doit être fini, bah, ça va être vrai tout le temps. Et donc ceci conclut alors la preuve du résultat de formule d'inversion. Voilà. Ça me permet aussi d'affirmer, hein, je peux maintenant m'amuser à l'écrire, en fait que cette somme-là, c'est exactement la même. Donc ça va être exactement la même chose que moins la somme donc de x plus petit strict à u plus petit ou égal à y de mu de uy. Voilà. Donc ces deux formules sont les mêmes finalement. Chose qui n'était pas évidente à première vue. Bien, alors je viens donc de terminer la preuve. J'espère avoir été clair, hein, ou en tout cas être parvenu à vous faire comprendre comment les choses fonctionnaient. Alors maintenant, je vais rentrer dans la partie qui, j'espère, vous piquera la curiosité, ou en tout cas vous a donné envie de regarder cette suite de vidéos quand je vous ai dit, ah bah oui, la fonction de Mobius qui est là, c'est la même que la fonction de Mobius des entiers naturels. Alors je ne vais pas donner la définition à proprement parler, je vais directement donner un résultat. Donc c'est-à-dire je vais vous donner la formule explicite de la fonction de Mobius. Donc, première chose que j'aimerais faire, c'est le lien avec la fonction de Mobius pour les entiers. Alors cette fonction de Mobius, je vais me permettre de l'appeler mu tilde, juste pour qu'on fasse la différence entre le mu qui est ici et le mu de la fonction de Mobius à proprement parler. Donc, mu tilde de n, bah ça vaut 1 si n égale 1. Ça vaut moins 1 puissance k si n est égal à un produit de nombres premiers, où il y a exactement k nombres premiers distincts, avec PI différent de PJ, pour tout I et J, hein, I différent de J bien sûr, et sinon ça vaut 0. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où dans n vous avez un facteur, un nombre premier de multiplicité au moins 2, alors automatiquement la fonction de Mobius sur cet entier vaut 0. Donc voilà, ça c'est la fonction de Mobius, très bien. Et maintenant que j'ai cette fonction de Mobius, eh bien, ce que j'affirme, c'est que la fonction de Mobius mu que je vous ai définie ici correspond exactement à la fonction de Mobius ici, à condition qu'on choisisse bien les termes de départ et d'arrivée. Et donc, en l'occurrence, on va montrer que le mu tilde de n, c'est exactement égal à mu de 1n, à condition qu'on prenne p égale les entiers naturels et la relation inférieure égale comme étant la divisibilité. Donc on va chercher à démontrer cette chose. Pour démontrer cette chose, on peut vraiment le faire étape par étape. Donc quand je dis vraiment le faire étape par étape, ce que j'entends ici, c'est que on peut vraiment s'amuser à voir qu'est-ce qui se passe si je prends un nombre premier, qu'est-ce qui se passe si je prends un nombre premier à une certaine puissance, etc. etc. On va s'amuser à le faire ensemble, n'hésitez pas à faire une pause si vous voulez essayer de le démontrer par vous-même avant que je le fasse. Ça peut être intéressant comme exercice à faire. Bien, j'espère que vous aurez essayé peut-être. Donc, si je veux démontrer la chose, on le fait étape par étape. Donc déjà, la première chose, c'est n égale 1. Hein, je pense que c'est assez clair. Mu de 1, 1, c'est égal à 1, et c'est bien égal à mu tilde de 1. Youpi. Ensuite, si je prends p un nombre premier, mu de 1, p, bah, d'après la définition, notamment cette première somme ici, d'après la définition, il faut que je fasse moins la somme sur, donc je vais l'écrire, hein, moins la somme pour d qui divise p de mu de 1d. Et d doit être différent de p.
Or, comme je travaille avec un nombre premier, les seuls nombres qui divisent un nombre premier, c'est P et 1. Donc, autrement dit, dans cette somme, le seul terme qui va intervenir, c'est 1. D égale 1. Donc, en fait, on va avoir moins mu de 1, 1. Et bon, bah là, vous l'aurez compris, un mu de 1, ça fait 1, donc moins 1. Bon, très bien, on est content. Youpi. Reste ensuite avoir n'importe quelle puissance. Alors maintenant, si je veux m'amuser à regarder n'importe quelle puissance, on peut le faire par récurrence. On peut essayer de montrer que mu de 1 p puissance r est égal à 0 si r est plus grand ou égal à 2. Bon, je ne vous fais pas l'initialisation, je fais directement la preuve, la partie hérédité. Donc si je regarde maintenant mu de 1 p puissance r plus 1, alors bah là pareil, il faut que je me pose la question quels sont les diviseurs de p puissance r plus 1. Bah, on a p puissance r, p puissance r moins 1, etc. etc. Bon, voilà. On peut faire une preuve par récurrence forte, encore une fois, hein, histoire de ne pas s'embêter avec plein de choses. Donc on va avoir mu de 1, 1, moins mu de 1 p, moins mu de 1 p carré, moins blablabla, moins mu de 1 p puissance r. Et par hypothèse de récurrence forte, on a alors que tous ces termes-là valent 0. Et puis d'après les premiers calculs, on sait que mu de 1, 1, ça fait 1, et mu de 1p, ça fait moins 1. Donc on se retrouve avec moins 1, moins 1, donc ça fera bien 0. Voilà, donc par récurrence forte, on peut démontrer cette propriété-là. Alors maintenant que j'ai démontré ça, ben on peut s'amuser également à démontrer d'autres choses. Donc, je vais effacer un petit peu ce que j'ai écrit, donc, et récapituler où est-ce que j'en suis. Je ne fais pas tous les détails, hein, je vous fais juste quelques petites choses. Mais je pense que ces choses-là suffisent amplement pour démontrer ce qu'on veut. Donc on a mu de 1, 1 qui est égal à 1, mu de 1p qui est égal à moins 1. Bon, peut-être que je vais vous faire ça en entier quand même, parce que c'est pas très dur. Mais je vous fais pas tous les détails, comme là, la rédaction, quoi, les détails de rédaction. Donc j'ai déjà cette première propriété pour P un nombre premier, et ça coïncide bien avec mu. Hein, d'après les définitions de mu tilde, en tout cas, ça coïncide bien. Bon, alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est regarder qu'est-ce qui se passe si je fais mu de 1k par rapport à mu de p fois k. Hein, donc, je vais faire ça. Donc, soit k, un entier naturel non nul, et p, un nombre premier, tel que p ne divise pas k. Enfin, on va dire plus précisément tel que P et K sont premiers entre eux, parce que c'est ça qui m'intéresse plus. Voilà. Alors que se passe-t-il si je regarde mu de 1 PK? Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Je peux écrire que ça, c'est la même chose. Alors, je peux juste écrire par rapport à tous les diviseurs, mais on se rend compte que tous les diviseurs peuvent se scinder en deux familles. L'un où P est en facteur, l'autre où P n'est pas en facteur. Donc on se retrouve alors avec moins la somme D qui divise K de mu de 1 D, moins la somme D qui divise K, D différent de K, de mu de 1 avec P fois D. Okay, donc là j'ai scindé, et je répète, hein, c'est important d'avoir en tête que on n'a pas le droit d'être égal à P fois K dans la somme. D'accord, on prend tous les diviseurs stricts. Comme ça s'est produit quand on a calculé mu de 1p. On prend tous les diviseurs stricts. Donc on se retrouve avec ça, très bien. Et puis si je suppose par récurrence forte que quand je multiplie par p un nombre qui est premier avec p, ça donne l'opposé. Si je suppose ça, alors je vais avoir tout de suite par récurrence le résultat que je veux. Donc ce que je dis par récurrence, c'est que ce truc-là, ça doit être égal à moins mu de 1k. D'accord? Donc on peut faire par récurrence forte. Supposer que pour n'importe quel nombre plus petit que p fois k, pour n'importe quel nombre plus petit que k, on a ce qu'on veut. Et donc en faisant ça, on se retrouve avec ce truc. Moins, donc plus, somme pour d qui divise k, d différent de k, de mu de 1 de 1d, encore une fois. Hop là. Donc c'est l'opposé
Et donc tous les termes de chaque côté se simplifient, sauf le terme où j'ai d égale k. Du coup on se retrouve avec moins mu de 1k. Ce qui est exactement, on va dire, ce qu'on pouvait attendre. Donc là on a mu de 1 pk qui est égal à moins mu de 1k. Donc pour tout k entier naturel non nul, p nombre premier tel que k est premier avec p. Et puis maintenant, si j'ai mu de 1 p puissance rk, j'affirme si r est plus grand que 2. On peut démontrer par récurrence encore une fois que ce truc-là vaut 0. Donc encore une fois, si p et k sont premiers entre eux. Et là, on peut le faire encore de la même manière. On peut se dire, ok, si je dois compter tous les diviseurs, on peut les couper couper les diviseurs en plusieurs familles. Ceux qui vont pas être divisés par p, ceux qui vont être divisés par p mais pas par p carré, ceux qui vont être divisés par p carré mais pas par p cube, etc., etc. Donc en faisant comme ça, je vais avoir en fait mon mu de 1 p puissance r plus 1, disons si je veux faire une preuve par récurrence, qui va s'écrire moins la somme pour d qui divise k, donc d qui divise k de mu de 1k, moins la somme d qui divise k mu de 1 p fois d, puis ensuite moins mu d qui divise k mu de 1 p carré fois d, etc. jusqu'au dernier, donc somme pour d qui divise k mu de 1 p puissance r moins 1 d. Et le dernier, oui, alors c'est l'avant-dernier, et le dernier, il faut faire attention, comme je l'ai dit, mais bon, ça ne changera pas grand-chose au résultat final. Il faut faire attention à ce que d ne soit pas égal à k pour le dernier. C'est pour ça que je veux le distinguer du reste. Mu de 1 p puissance r d. Et par hypothèse de récurrence, eh bien tout ça, hypothèse de récurrence forte encore une fois, tout ça, ça vaut 0. Voilà. Et puis on a vu que si on fait p fois quelque chose qui est premier avec p, on se retrouve avec l'opposé. On l'a vu ici. Donc du coup, on se retrouve finalement avec cette somme-là, moins la somme qui va être la même chose, finalement. Donc, ça me fait 0. Voilà, et on obtient donc ce résultat. Et maintenant que j'ai fait ça, on peut facilement conclure le résultat final qui est là. Car en effet, si j'ai un produit de nombres premiers comme ici, je pense que c'est assez clair ce qui va se produire. En effet, si je fais P1 jusqu'à PK, je vais me retrouver avec moins ce qui se passerait pour P1 jusqu'à PK-1. D'accord? Donc ça va découler tout seul. Et puis, s'il y a un P carré qui intervient, alors je vais toujours pouvoir écrire mon entier comme étant P puissance R fois K avec R plus grand que 2, et du coup ça, je sais que ça fait 0. Voilà. Donc tout ce que je viens de faire là permet de conclure le résultat final. Super! Donc voilà le lien avec la fonction de Mobius que vous connaissez peut-être avec les entiers naturels non nuls. Maintenant, j'aimerais vous montrer un petit résultat bien sympathique. C'est le résultat suivant. Et une conséquence, c'est grâce à l'inversion de Mobius, grâce à l'inversion de Mobius qu'on vient de démontrer. Alors le résultat sympa que j'aimerais vous rappeler, c'est le résultat suivant. On peut montrer que n, c'est égal à la somme des phi de d, d qui divise n. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette formule. C'est une formule qui s'appelle, pour certains en tout cas, ça s'appelle formule de Mobius. Mais c'est une formule justement où on démontre grâce à l'ordre des éléments de z sur nz. Donc là je parle plus aux gens qui sont en deuxième année. Mais si on joue avec les éléments qui sont d'un certain ordre dans z sur nz, le nombre d'éléments qui sont d'ordre d dans z sur nz, c'est exactement l'indicatrice de l'air. Donc phi, c'est l'indicatrice de l'air. Indicatrice de l'air. Et donc indicatrice de l'air, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre tous les nombres qui sont premiers avec d et qui sont plus petits ou égal à d. Donc compris entre 1 et d, plus précisément. Et il se trouve que là, les seuls éléments, les seuls ordres que je peux avoir pour les éléments qui sont dans z sur nz, c'est des ordres qui divisent n. Et en fait, on a soit des éléments, donc si par exemple j'ai n égale 6, j'ai des éléments qui sont d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3 et d'ordre 6. Donc en fait, en comptant tous ces éléments-là, comme cette union des éléments qui sont chacun d'ordre 1, 2, 3, 6, ça fait une union disjointe d'éléments.
bon bah il suffit de faire la somme de ces éléments pour avoir finalement tous les éléments de z sur nz. Voilà, ça peut être une manière de comprendre. Donc très bien, donc ça c'est voilà, ça peut se faire avec z sur nz, ça pourrait se faire un peu autrement, mais bref. Et là, ce que vous pouvez remarquer par rapport à ce que j'ai décrit avec la fonction de Mobius, bah ça rentre exactement dans le cadre de l'inversion de Mobius. J'ai une fonction qui est l'identité, qui s'écrit comme somme de phi de d divise n. Donc du coup, je peux écrire la chose suivante, c'est que si je veux calculer phi de n, donc là c'est l'inversion de Mobius, phi de n, et ben ça va être égal à la somme pour d qui divise n de phi de mu de dn avec finalement bah, d quoi. Oups, avec d. Voilà, ça coule de source presque. Donc on a ce résultat-là qui coule tout seul. Et bon, là, je vais affirmer quelque chose qui se démontre. Hein, c'est pas très dur à démontrer, mais en fait, mu de dn, c'est égal à mu de 1 n sur d, à condition bien sûr que d divise n. Donc on a ça. Et ça, bah, c'est exactement mu tilde de n sur d. Donc c'est la fonction de Mobius que vous connaissez peut-être déjà sur les entiers, qui se calcule en n sur d. Donc on retrouve, je ne sais pas si vous connaissez déjà cette formule, si vous ne la connaissez pas, bah, tant mieux si vous la découvrez, et vous voyez qu'on peut démontrer ce genre de truc, sympa. Si vous la connaissez déjà, vous voyez qu'on retrouve exactement cette formule, grâce à la formule d'inversion. Donc voilà, bon, je ne vais peut-être pas réécrire la formule, on est bon. Bon, j'espère avoir été clair là-dessus, très bien, super. Bon, alors maintenant que je vous ai montré une première chose, j'aimerais vous montrer un deuxième truc sympa aussi, c'est la formule d'inversion de Pascal. Pour vous montrer une autre application de cette inversion de Mobius. Mais après, il y en a plein d'autres, hein. Vraiment plein d'autres, même des calculs, même des questions de dénombrement, que je n'aurai pas le temps de développer, peuvent se faire avec cette formule d'inversion de Mobius. Vraiment, c'est un très joli résultat de combinatoire, et qui s'applique dans plein de cadres. Donc, j'aimerais juste faire l'inversion de Pascal, parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez peut-être pu rencontrer en exercice. Si vous ne l'avez jamais rencontré, bah, tant mieux si vous l'avez rencontré pour la première fois avec moi. Mais si vous l'avez déjà rencontré, vous allez vous dire « Ah oui, c'est vrai, c'est ça, c'est ce truc-là. » Donc l'inversion de Pascal marche de la manière suivante. Vous avez deux suites, xn et yn, des suites complexes. Mais vous avez un lien entre ces suites complexes. En fait, vous avez le lien suivant. Vous pouvez écrire que yn, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à n, de k parmi n fois x puissance, enfin fois xk. Voilà. Donc on peut écrire cette chose. On a ce lien avec les coefficients binomiaux. Et le but du jeu, hein, donc ça c'est un exercice, montrer que en fait xn peut s'écrire somme pour k allant de 0 à n de moins 1 puissance. Alors là c'est là où j'ai un doute, c'est peut-être n moins k. K parmi n, yk. Donc c'est peut-être n moins k, ouais, je pense. À vérifier. Bon, j'ai un moyen simple de le vérifier, mais ça serait un truc à vérifier. Donc j'affirme qu'on peut démontrer cette chose. Donc en fait, vous avez yn qui s'écrit en fonction des xk plus petits, et là il faut démontrer que xn s'écrit en fonction des yk plus petits. Eh bien il se trouve que pour démontrer cette chose, hein, pour passer de yn à xn, alors vous pouvez le faire de manière directe, hein, si vous êtes à l'aise avec les sommes, vous pouvez juste remplacer et vous assurer que tout fonctionne bien, mais on peut aussi le faire avec la formule d'inversion, à condition qu'on choisisse bien le poset avec lequel on va travailler, et la relation avec laquelle on va travailler. Eh bien, il se trouve qu'ici, un k parmi n, des choses comme ça, ça peut nous faire penser aux ensembles. Les ensembles, justement, avec un certain nombre d'entiers. Donc là, ce que je vais choisir, c'est que je vais prendre P comme étant les parties de n étoiles. Je vais prendre ça. Et je vais prendre comme relation d'ordre, hein, l'inférieur égal sera l'inclusion. Pour moi. Et donc, bah, si on y réfléchit un petit peu, la formule que j'ai écrite ici, on peut se dire, bah, en fait, j'ai une fonction, hein, qu'on peut appeler grand X, si vous voulez, où grand X d'un ensemble A, bah, ça va être juste petit x, indice, le nombre d'éléments qu'il y a dans grand A. On pourrait faire ça. C'est pas interdit. Ok ? Et si je fais ça, alors, bah, par conséquent, je vois que mon y, hein, je peux définir y, donc y d'un ensemble B, je peux le voir comme étant une somme pour A
inclus dans B, finalement, des x indicés cardinal de A. Et donc en particulier, si B contient exactement n éléments, eh bien je peux le réécrire comme la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n. Pourquoi? Parce qu'il y a exactement k parmi n ensemble qui contient exactement k éléments, dans un ensemble donc à n éléments. On a ça fois xk. Donc on se retrouve exactement dans un cadre où on peut utiliser la formule d'inversion de Mobius. Et si j'utilise la formule d'inversion de Mobius, je vais me retrouver avec... donc si je fais pas de bêtises, je vais me retrouver avec XA. Donc je le fais comme ça. Donc je vais avoir XA, X de A, donc Mobius, hein, est égal à la somme pour B inclus dans A de des YB. Enfin, fois mu, j'ai oublié un mu. Donc il y a mu de BA fois Y fois Y de B. Donc je peux écrire ceci. Et mu de B. Alors en fait, encore une fois, si je m'amuse à décortiquer suivant le nombre d'éléments qu'il y a, hein, donc on pourra remarquer que Y de B dépend simplement du nombre d'éléments qu'il y a dans B, puisque vous remarquerez que ça dépend juste de n. Ok. Bon, bien sûr, de 2-3 trucs avec X et tout ça, mais c'est essentiellement le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble qui compte. Et grâce à ça, on se rend compte du coup que en fait, je peux réécrire la somme en fonction de k et n. Il y a aussi mu qui dépend que des cardinaux, car en fait, on peut démontrer que si B est inclus dans A, alors mu de BA, c'est égal à moins 1, alors si je fais pas de bêtises, moins 1 puissance le cardinal de B moins le cardinal de A, ou quelque chose comme ça, enfin, dans l'autre sens, cardinal de A moins cardinal de B. Ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà, c'est ça le lien. Donc on peut s'amuser à le démontrer si vous voulez, hein, c'est une preuve par récurrence, toute gentille, par rapport au nombre d'éléments qui est compris entre A et B. On pourrait le faire comme ça. Ou alors on peut juste dire, bah oui, ça c'est la même chose en fait que mu de 1 A moins B. Et juste s'amuser. Donc quand je dis 1 ici, c'est le vide. Donc on pourrait s'amuser à regarder qu'est-ce que vaut mu de vide avec un ensemble. Et mu du vide avec un ensemble, on verrait que ça serait moins 1 puissance le cardinal de l'ensemble. C'est pas très dur à faire, c'est encore une récurrence, toute sympathique. Mais grâce à ça, grâce à ce genre de résultat, on conclut alors maintenant en partitionnant par rapport au cardinal des ensembles B qui sont en jeu dans la somme, on se retrouve alors avec moins 1 puissance n moins k, k parmi n, y de k, ou yk, voilà. Et donc on démontre la formule d'inversion de Pascal grâce à la formule d'inversion de Mobius. Ça découle quasi tout seul de la chose. Alors j'affirme qu'on pourrait aussi démontrer la formule d'inclusion-exclusion, celle qui permet de calculer l'union des AI par exemple. Donc si je veux déterminer le cardinal de l'union des AI, il faut que je m'amuse à faire la somme des cardinaux de chaque AI, moins la somme des intersections entre AI et AJ, I différent J, et I plus petit que J en général. Puis, il faut que je fasse plus la somme des triples intersections, moins la somme des quadruples intersections, etc. etc. jusqu'à ce que j'ai fait l'intersection de tout le monde. Donc cette somme alternée provient, ou une autre façon en tout cas de la comprendre, ça peut se comprendre en utilisant cette formule de Mobius encore une fois. Et la fonction de Mobius qui vaut moins 1 puissance cette histoire de cardinalité qui est en jeu. Donc voilà, il y a vraiment plein de trucs derrière, je vais malheureusement devoir m'arrêter ici, parce que ça fait déjà une vidéo suffisamment longue pour aujourd'hui, mais il y a vraiment beaucoup de choses autour de l'inversion de Mobius, et la formule d'inversion de Mobius avec cette fonction de Mobius, et je vous invite à aller jeter un coup d'œil si ça vous a piqué la curiosité, si ça vous a donné envie d'en apprendre plus, j'espère en tout cas. Si c'est le cas, j'aurai donc atteint mon but. Sinon, j'espère que vous aurez passé un bon moment quand même autour de cet exercice. Donc voilà, moi je voulais vraiment vous parler de cette histoire d'inversion de Mobius parce que il y a vraiment plein de trucs super intéressants autour de ça et c'est pour ça que voilà. Je pense que ça valait le coup que je lui donne une place sous la forme d'un exode call.
Bon, bah sur ce, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par cet exercice ou par le reste de la chaîne. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice de colle. J'espère encore une fois que ça vous a plu de travailler avec ces ensembles partiellement ordonnés et ces histoires de fonctions de Mobius. Encore une fois, comme d'habitude, je vais me planter. Ici, c'est pour me soutenir. Ici, c'est pour vous abonner. Encore une fois, n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les dernières vidéos qui sortiront. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!